Bienvenue sur la chaîne Contes du Sommeil. Ce soir, je vous emmène en Australie pour vous raconter une histoire qui commence comme un conte de fées, mais qui bascule tragiquement dans le cauchemar. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait tout pour réussir, mais dont le destin a été scellé par un secret. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les détails de cette affaire sont aussi troublants qu'inattendus. À 15 ans, Rachel, une jeune Australienne, semblait touchée par la grâce. Elle avait tout pour elle. Un visage d'ange, une silhouette élancée et athlétique digne d'un mannequin et des yeux d'un bleu-vert envoûtant qui captivaient tous ceux qui avaient la chance de croiser son regard. Rachel était l'aînée d'une fratrie de 3 sœurs. Ses parents, Michael et Elizabeth, étaient incroyablement fiers d'elle. À leurs yeux, Rachel était une enfant exemplaire, un modèle parfait pour ses 2 jeunes sœurs. Très tôt, elle a révélé un don pour les arts. Et depuis sa plus tendre enfance, elle nourrissait un amour profond pour la danse. Rachel suivait des cours de ballet à l'Académie de danse de Melbourne. Dès ses premières leçons, ses professeurs ont décelé un talent qui dépassait de loin celui de ses camarades. Ses parents ont toujours soutenu avec ferveur les passions de leurs enfants. Voyant que Rachel souhaitait s'entraîner davantage à la maison, ils ont transformé une chambre en un petit studio de danse pour qu'elle puisse vivre pleinement sa passion. En grandissant, ses compétences n'ont fait que s'épanouir. Rachel a demandé à ses parents la permission de quitter le système scolaire général pour intégrer une académie de danse professionnelle locale, la prestigieuse Dance Factory. Pour tout le monde, il était évident que Rachel avait le talent et la beauté nécessaires pour briller. C'était une artiste promise à un avenir radieux. Ses parents ont soutenu sans réserve la décision de leur fille. La vie de Rachel était assez rythmée, car l'école se trouvait loin de chez eux. Chaque jour, ses parents la conduisaient à la station de tramway locale. De là, Rachel prenait seule le tramway jusqu'au centre-ville pour se rendre à ses cours. Après les cours, elle retournait à pied à la station où ses parents venaient la chercher, au même endroit où ils l'avaient déposée le matin. La vie de Rachel s'écoulait, paisible et heureuse, jusqu'à ce jour du début du printemps 1999. Le matin du 1er mars 1999 était, comme tant d'autres, une matinée ordinaire pour la famille de Rachel. Ils se sont réveillés, se sont préparés pour la journée, ignorant totalement que les événements de cette journée allaient changer leur vie à tout jamais. À 6 heures du matin, Rachel s'est réveillée au son de son réveil et a commencé à se préparer pour l'école. Méticuleuse et perfectionniste, Rachel a enfilé la tenue qu'elle avait préparée la veille au soir. Un pantalon noir, un haut bleu, ses chaussures préférées, quelques bijoux discrets et son sac à dos. Elle a avalé un petit déjeuner rapide et est sortie avec son père, Michael. Si sur scène, Rachel était une danseuse pleine d'assurance, dans la vie, c'était une jeune fille timide, naïve et surprotégée par ses parents. En cette funeste matinée de printemps, son père l'a déposée à la station de tramway vers 9 heures. Si seulement Michael avait su que c'était la dernière fois qu'il serrait sa fille dans ses bras, il l'aurait sans doute étreinte un peu plus fort, ou l'aurait gardée auprès de lui pour ne jamais la laisser partir. Mais hélas, dans cette vie, le bonheur est fragile et des événements bouleversants peuvent survenir à tout moment. On n'est jamais préparé à l'imprévu, et Michael ne faisait pas exception. Il a dit au revoir à sa fille, sans se douter du destin funeste qui l'attendait ce jour-là. Rachel a pris le tramway jusqu'à Richmond, où se trouvait son école. En descendant, elle a retrouvé Manny, son petit ami, et quelques autres camarades de classe. Ils ont tous marché joyeusement vers l'école. Rachel, excitée, a annoncé à tout le monde qu'elle allait gagner une grosse somme d'argent ce soir-là. Face à la curiosité insistante de ses amis, Rachel s'est contentée de secouer la tête en disant qu'elle ne pouvait pas leur en dire plus, mais qu'elle serait certainement très à l'aise financièrement le lendemain. Rachel était une fille d'une beauté saisissante. Tout le monde le savait. Ses amis ont donc supposé que ce travail secret devait être lié au mannequinat ou à la publicité. Pendant la pause déjeuner, Rachel et Manny se sont rendus dans un centre commercial situé à quelques rues de la Dance Factory. Après le déjeuner, Rachel est entrée dans une boutique et a montré à Manny une paire de chaussures qu'elle désirait depuis très longtemps. C'était une magnifique paire de chaussures bleues. Chaque fois qu'ils venaient dans ce centre commercial, Rachel entraînait Manny dans ce magasin pour vérifier si les chaussures y étaient toujours. Elle les adorait, mais leur prix était bien trop élevé pour de jeunes étudiants comme eux.
Pourtant, ce jour-là, Manny fut très surpris lorsque Rachel s'adressa au vendeur pour lui demander de mettre les chaussures de côté pour elle. Rachel a affirmé avec assurance qu'elle reviendrait le lendemain matin pour les acheter. Il était clair qu'elle s'attendait à recevoir une somme importante pour oser s'offrir des chaussures aussi chères. Manny était de plus en plus curieux de connaître la nature de ce travail secret. Il a questionné Rachel, mais elle lui a simplement dit qu'elle devait retrouver une vieille connaissance. Cette personne lui avait trouvé un petit boulot. Rachel a expliqué que le travail ne durerait qu'une demi-heure, qu'il était totalement inoffensif, mais qu'il exigeait la plus grande discrétion de la part des participants. Le visage de Rachel s'illumina d'enthousiasme. Elle racontait qu'elle allait gagner beaucoup d'argent et même recevoir des cadeaux. Bien que Manny, un peu inquiet, ait insisté pour en savoir plus, Rachel garda le secret et ne dit rien de plus. La naïve Rachel ne savait pas encore que les secrets, bien souvent, peuvent être mortels. Après les cours, vers 17h, Rachel quitta l'école et se dirigea vers l'arrêt de tramway pour rentrer chez elle. Mais au lieu de prendre sa ligne habituelle, Rachel dit au revoir à tout le monde et prit un autre tramway pour se rendre à son rendez-vous secret. Elle avait promis à Manny de l'appeler dès son retour à la maison. Cette image de Rachel s'éloignant de lui ce jour-là resterait probablement gravée à jamais dans la mémoire de Manny. La mère de Rachel, Elizabeth, jeta un œil à l'horloge après avoir fini de préparer le dîner. Elle se demandait pourquoi, à plus de 18h30, ni son mari ni sa fille n'étaient encore rentrés. Tous deux étaient habituellement très ponctuels et rentraient rarement en retard. Un instant plus tard, la sonnerie du téléphone fit sursauter Elizabeth. Elle se précipita pour décrocher et poussa un soupir de soulagement en entendant la voix de son mari à l'autre bout du fil. Cependant, son cœur se serra lorsque Michael lui annonça qu'il n'y avait aucune trace de Rachel. Et il y avait de bonnes raisons de s'inquiéter, car ils réalisèrent que Rachel n'avait contacté personne de la famille ce jour-là. De plus, elle avait déjà été suivie à plusieurs reprises par des hommes étranges. Ses parents savaient aussi qu'elle avait peur du noir et ne quittait jamais l'école aussi tard. Elizabeth appela immédiatement le commissariat de police de Port Adelaide pour signaler la disparition de Rachel. Mais leur cœur se serra davantage de déception lorsque la police leur répondit froidement que, selon la procédure, ils devaient attendre 24 heures avant de pouvoir lancer un avis de recherche. Tandis que les parents de Rachel étaient rongés par l'inquiétude, la police leur dit nonchalamment de rester calmes et de ne pas trop s'en faire. Les adolescents sont souvent rebelles, ils font des fugues de quelques jours et finissent toujours par rentrer quand ils s'ennuient. Il est peut-être vrai que les adolescents peuvent être rebelles et fugués, mais Rachel n'avait jamais été une enfant rebelle. Ses parents étaient convaincus de bien connaître leur fille. Ils étaient toujours à l'écoute de leurs enfants. Rachel pouvait tout leur confier sans craindre d'être grondée ou punie. L'hypothèse d'une fugue était tout simplement impensable pour eux. Face à l'inaction de la police, Michael et sa femme décidèrent de chercher leur fille par eux-mêmes. Ils appelèrent tous les amis de Rachel ainsi que son petit ami et apprirent l'existence de ce fameux travail secret que Rachel avait mentionné pour ce soir-là. Ils découvrirent également que Rachel avait pris un autre tramway après les cours. Avec ces nouvelles informations, le couple retourna au poste de police. Elizabeth supplia les officiers d'ouvrir une enquête et de les aider à retrouver leur fille. Cependant, une fois de plus, la famille de Rachel fut éconduite. Ils ne reçurent aucune aide de la police. Le commissariat de Port Adelaide était convaincu qu'il s'agissait simplement d'une fugue et il ne voulait pas gaspiller du temps et des ressources pour la retrouver. Le cœur lourd, les parents de Rachel rentrèrent chez eux, dévorés par l'angoisse. Ils ne savaient pas ce qui était arrivé à leur fille. Le lendemain matin, Rachel était toujours introuvable. Puisque le commissariat ne leur était d'aucune aide, Michael et sa femme décidèrent de continuer les recherches par leurs propres moyens. Ils parcoururent la ville en voiture, distribuant des tracts et interrogeant les passants pour savoir s'ils avaient vu Rachel. Manny avait commandé une paire de chaussures dans un centre commercial près de leur lycée. Les parents de Rachel se dirigèrent donc dans cette direction pour enquêter. L'employé du magasin leur confirma que Rachel n'était jamais venue chercher sa commande. L'inquiétude des parents monta d'un cran lorsqu'un autre employé leur raconta qu'un homme étrange était venu au centre commercial quelques semaines plus tôt, tentant de recruter de jeunes filles pour travailler dans sa maison close et que la rumeur disait qu'il s'agissait d'un criminel notoire fraîchement sorti de prison.
Terrifiés à l'idée que leur fille puisse se trouver dans un tel endroit, Michael et Elizabeth se précipitèrent dans le quartier chaud pour se renseigner. Mais les personnes travaillant dans les maisons closes affirmèrent qu'elles n'embauchaient jamais de filles dans la rue et encore moins des mineurs, car cela leur attirerait de graves ennuis avec la justice. Bien que les parents de Rachel fussent quelque peu soulagés de ne pas la trouver dans un lieu pareil, leur quête se retrouvait une nouvelle fois dans une impasse. Après n'avoir reçu aucune aide de la police locale, les communautés de Richmond et de Port Adelaide se mobilisèrent pour aider les parents de Rachel à retrouver leur fille. Parmi les personnes qui contactèrent la police se trouvait Caroline Marie, une babysitter qui avait travaillé pour la famille de Rachel avant sa disparition. Il s'est avéré que Caroline avait appelé la famille de Rachel vers 17h25 le 28 février, juste la veille de la disparition de Rachel. Caroline n'avait pas appelé une, mais 2 fois. Et bien que les 2 jeunes filles ne se soient pas parlé depuis des années, les appels avaient duré respectivement entre 15 et 30 minutes. La police informe rapidement les parents de Rachel que Caroline loue un appartement tout près de l'endroit où Rachel a été vue pour la dernière fois après être descendue du tramway. Un immense soulagement s'empare des parents qui se disent que la police a probablement raison. Rachel a dû faire une fugue et se trouve simplement chez Caroline. Les enquêteurs retrouvent ensuite le lieu de travail de Caroline Marie. Il s'agit d'un magasin d'électronique situé non loin de son appartement. Cependant, en arrivant sur place, les policiers sont surpris d'apprendre que Caroline a posé 1 jour de congé ce jour-là. Leur étonnement est encore plus grand lorsqu'ils découvrent qu'elle avait également pris son congé le 1er jour du mois, le jour même de la disparition de Rachel. D'après le manager de Caroline, elle est revenue travailler le 2 mars, mais a ensuite appelé pour se mettre en arrêt maladie pour le reste de la semaine, prétextant un rhume. En interrogeant le voisinage de Caroline, une voisine déclare avoir entendu des sanglots déchirants provenant de son appartement dans la journée du 2 mars. La police découvre rapidement que le père de Caroline Marie lui a rendu visite en apprenant qu'elle était malade. Interrogé par les enquêteurs, le père raconte que durant tout le temps qu'il a passé dans l'appartement, sa fille a constamment gardé la porte de sa chambre fermée et verrouillée à clé. Les collègues de Caroline signalent également à la police qu'elle leur a récemment emprunté de l'argent. Elle leur aurait expliqué qu'elle prévoyait de déménager quelques meubles jusqu'à la ferme de son père. Comme Caroline ne savait pas conduire, elle avait besoin de cet argent pour payer une société de transport. Les policiers ne tardent pas à vérifier la véracité de ces propos. Le 4 mars 1999, un déménageur s'est bien rendu à l'appartement de Caroline. Elle lui a dit qu'elle avait besoin de déplacer une statue. L'objet en question était déjà emballé par ses soins dans des couvertures et un tapis, le tout fourré dans un grand sac de sport avec quelques autres meubles divers. Le déménageur a transporté cette fameuse statue jusqu'à la ferme du père de Caroline, dans une zone rurale isolée. Le 12 mars, les enquêteurs décident de se rendre à l'appartement de Caroline, dans l'espoir d'y trouver Rachel. Mais à leur arrivée, personne ne semble être à la maison. Dans l'après-midi, munis d'un mandat de perquisition, ils reviennent et forcent la porte. L'appartement est en désordre. En entrant dans la chambre, ils découvrent Caroline gisant face contre terre, inconsciente. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital. Pendant ce temps, la perquisition se poursuit. Rien ne semble anormal jusqu'à ce que les policiers trouvent, dans une armoire, un sac rempli de vêtements de petite taille. Des vêtements bien trop petits pour la corpulence de Caroline. Ils découvrent aussi des journaux intimes, dont les pages gribouillées sont éparpillées un peu partout. Le contenu de ces carnets va leur fournir une quantité d'informations cruciales sur Caroline et ses projets. Caroline est née dans une famille malheureuse. Des parents en conflit permanent, des enfants délaissés. Depuis son plus jeune âge, Caroline a souffert d'un grand manque de confiance en elle et a toujours eu une vision très négative d'elle-même. Dans son journal, elle se décrit comme une personne couverte de boutons, obèse et laide. Dans son journal, elle se décrit comme une personne couverte de boutons, obèse et laide. Depuis qu'elle avait commencé à travailler comme babysitter pour la famille de Rachel, Caroline convoitait tout ce que la jeune fille possédait. Un visage magnifique, une silhouette svelte, des parents aimants et attentionnés. Tout ce dont elle-même avait été privée. Caroline se voyait comme un démon hideux, une âme perdue évoluant au milieu d'êtres beaux comme des anges.
Le désir et la jalousie de Caroline se sont intensifiés au point de devenir une obsession dévorante pour l'image de Rachel. Elle voulait devenir Rachel. Une idée folle, mais terriblement excitante, a alors germé dans son esprit. Elle allait tuer Rachel pour voler son identité. Dans l'appartement, la police trouve une demande de changement de nom. Le nouveau nom que Caroline avait choisi était, bien sûr, Rachel Powell. Le journal révélait également son intention de subir une chirurgie esthétique complète pour remodeler les traits de son visage afin de ressembler à Rachel. Elle prévoyait aussi de déménager dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie en tant que nouvelle personne, une nouvelle Rachel. Les enquêteurs se précipitent à l'hôpital pour interroger Caroline. À leur arrivée, elle a repris connaissance. La police est sous le choc lorsque Caroline, d'une voix glaciale, déclare simplement qu'elle a tué Rachel. La police se rend immédiatement à la ferme du père de Caroline. Il repère sans difficulté une tombe fraîchement creusée. En dessous, les policiers découvrent le corps de Rachel, 15 ans, avec un cordon de téléphone toujours enroulé autour du cou. Caroline a avoué avoir préparé son plan méticuleusement. Le 28 février, elle a appelé Rachel chez elle pour lui demander si elle souhaitait participer à une enquête psychologique. Caroline a précisé que l'enquête ne durerait qu'une demi-heure et que Rachel pourrait facilement gagner une belle somme d'argent et des cadeaux de la part de l'entreprise sponsor. Mais il s'agissait d'un programme de recherche secret et Rachel ne devait en parler à absolument personne. Comme prévu dans le plan macabre de Caroline, la jeune et innocente Rachel a tenu sa promesse. En arrivant chez Caroline, celle-ci lui a offert une part de pizza, un geste anodin en apparence, mais qui cachait une terrible vérité. La pizza avait été droguée. Alors que Rachel perdait connaissance sous l'effet des somnifères, Caroline a commis l'irréparable. Avec un simple fil de téléphone, elle a mis fin à la vie de son amie. Caroline a ensuite dissimulé le corps de Rachel dans son placard, cherchant désespérément un moyen de s'en débarrasser. Le plus effroyable, c'est que des déménageurs engagés pour un transport ont déplacé ce qu'ils croyaient être une statue, sans se douter un seul instant qu'ils transportaient en réalité la dépouille de Rachel. On raconte que pendant un bref instant, en voyant Rachel manger cette pizza, une lueur de conscience a traversé l'esprit de Caroline. Une envie fugace d'arrêter cette folie. Mais il était trop tard. Elle avait le sentiment d'être allée trop loin et les ténèbres ont de nouveau envahi son âme. En l'an 2000, Caroline a été condamnée à 20 ans de prison. Une peine qui a provoqué un véritable tollé dans l'opinion publique, beaucoup la jugeant bien trop clémente face à l'horreur de son crime. Puis, en 2014, la polémique a ressurgi de plus belle lorsque Caroline a bénéficié d'une libération conditionnelle, sortant de prison avant la fin de sa peine. La douleur de la famille de Rachel, elle, est restée intacte. Pourtant, dans un geste d'une incroyable humanité, ses parents ont déclaré croire que Caroline avait appris sa leçon. Ils ont même affirmé ne pas avoir peur de la voir vivre à nouveau dans le même quartier qu'eux. Et c'est sur cette note poignante que notre histoire se termine. Que pensez-vous de la réaction des parents de Rachel? Le pardon est-il possible après un tel acte? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires. Votre avis nous intéresse énormément. Si ce récit vous a touché ou interpellé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail, de vous abonner à la chaîne Contes du Sommeil pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et bien sûr de partager cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau récit.